Bonjour, je suis Ismail Cherkaoui, cofondateur de Hub Advisor, société de stratégie, de veille et d'acculturation digitale. Notre métier est d'aider les dirigeants d'entreprise à transformer leur organisation pour la rendre plus agile, customer-centric et data-driven. Pour apporter des réponses concrètes à notre communauté de dirigeants, nous interviewons tous les mois des pionniers du digital qui nous partagent sans langue de bois leurs réussites, leurs échecs et aussi les leçons qu'ils ont pu tirer. Dans nos interviews, on parle de choix technologiques, d'organisation, de transformation de la culture. Si vous êtes intéressé par des retours d'expérience concrets et pragmatiques, n'hésitez pas à suivre nos contenus. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Super bien, et toi? Ça va, merci beaucoup. Ravi d'être connecté avec toi aujourd'hui pour pouvoir échanger sur la digitalisation des ETI, vaste programme. Ouais, on peut le dire. Démarrer, on a déjà de nombreux participants qui sont connectés, donc on va pas faire durer le suspense. Comme vous l'avez compris, Advisor, notre métier en fait, c'est d'aider les entreprises à se transformer en adoptant le digital qui a vocation à améliorer soit l'efficacité opérationnelle, soit à permettre le lancement de nouveaux business. Et c'est pour ça que on a voulu t'inviter, Olivier, aujourd'hui, parce que chez Adev Material, qui n'est pas un GAFAM, d'accord, on ne parle pas de la société tech, ni d'une licorne, c'est une société qui a misé sur le digital pour se transformer. Et j'aurais aimé que voilà, tu nous décrives le parcours, les raisons pour lesquelles tu as rejoint Adev, qu'est-ce que tu as trouvé à ton arrivée, qu'est-ce que tu as laissé aussi en partant. Voilà, c'est un retour d'expérience en langue de bois. Sur le format, donc, on a préparé avec Olivier un certain nombre de sujets à aborder. Donc, on va échanger ensemble pendant 25 minutes, 25-30 minutes. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête, parce que la deuxième partie de l'échange est consacrée à du question-réponse. Et potentiellement, si vous le souhaitez, vous pouvez même intervenir. Je vous ferai monter avec un grand plaisir dans la conférence. On peut rentrer dans le vif du sujet. Olivier, je vais te laisser peut-être te présenter et après on parlera de la digitalisation de Adev Material et de ZTI de manière générale. Ouais, merci Ismaël et bonjour à tous. Effectivement, Olivier Piquet, moi j'ai démarré ma carrière assez classiquement en ESN et ensuite en société de conseil, la frontière entre les deux étant parfois un petit peu floue. Et j'ai passé plusieurs années dans ce monde-là. Et assez rapidement sur des sujets effectivement de transformation digitale avec un fil conducteur qui est beaucoup de travaux sur des entreprises qui ont des business models P2B. Donc ça peut être le secteur industriel, ça peut être le secteur du CPG, l'automobile, etc. Donc c'est des secteurs qui ont des problématiques très intéressantes parce que la transformation digitale, on en entend beaucoup parler au travers du retail, le luxe, qui amène beaucoup de nouveaux codes, c'est très visible, c'est très bankable. Les banques, à une époque, ont aussi été assez performantes sur leur transformation digitale et elles se relancent aujourd'hui sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que l'industrie, de manière très générale, était plutôt un peu plus en retrait. Donc, c'est ce qui m'a intéressé et c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps sur ces secteurs-là. Alors, pour revenir à ta question initiale, Ismail, j'ai été en contact avec Adev Materials en 2018. Et en 2018, quand j'ai rejoint cette entreprise, c'était vraiment une petite entreprise, on va dire une grosse PME, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Déjà une entreprise intéressante, puisque dans son ADN, il y a la croissance externe, qui pose pas mal de problématiques, et déjà une première empreinte à l'international, avec des sites en Pologne, en Belgique, aux États-Unis. Et la feuille de route qui m'est donnée par le président de l'entreprise, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un service informatique France et je souhaiterais avoir une direction de la transformation digitale au monde. Voilà, donc ça c'est un peu la règle du jeu de départ et toute l'histoire de ce que je vais essayer de faire modestement chez Adev Materials, ça va être guidé par ce fil conducteur. Voilà. Et la première chose que je fais, c'est très intéressant. J'ai vu ton slide sur la pyramide, je ne le connaissais pas. J'ai fait exactement la même chose. Alors, le mien avait un petit peu moins d'étages et il était un petit peu moins joli que le tien.
mais j'ai présenté une de mes premières interventions en COMEX. Ça a été de dire, voilà, on raisonne sur une pyramide de Maslow. Avant de pouvoir transformer, il faut avoir les fondamentaux, et les fondamentaux, c'est l'infrastructure, la cybersécurité, etc. Donc, c'est exactement la même pyramide. Enfin, voilà, c'est la même pyramide qui raconte qu'effectivement, on parle beaucoup de transformation, on espère avoir des nouveaux business models grâce au digital, et beaucoup d'entreprises le font avec des grands succès, mais il y a aussi, quelque part, les fondations à poser pour que tout ça puisse s'opérer correctement. Écoute, c'est hyper clair. Est-ce on va parler d'abord du besoin métier, parce qu'on part toujours de là et c'est pas anodin de la part d'Adev Matériel de recruter quelqu'un voilà, qui était dans le monde du conseil et chez Capgemini, donc une grosse marque. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, 2018, qu'est-ce qui se passe chez Adev Materials d'un point de vue business qui fait que l'IT, qui, on va dire, traditionnellement était voilà, centre de coût, on se dit, bah là, ça peut devenir un asset qui va peser dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je ne sais pas si c'est des dirigeants, des actionnaires, pour arriver à cette conclusion-là. Eh ben, il va y avoir deux mouvements, effectivement. D'abord, il y a, je pense, un dirigeant d'entreprise qui est quelqu'un qui est visionnaire, qui se nourrit beaucoup de ses pairs. Hein. Il va jouer au golf avec ses collègues présidents, il entend parler de ces sujets-là, il voit d'autres entreprises dans son écosystème qui se transforment. Donc il se dit, là, il y a quelque chose, il faut que je m'y intéresse. Donc il faut que j'aille chercher quelqu'un qui va m'aider à m'intéresser à ce sujet-là et à comprendre ce que ça peut m'apporter. D'où le recrutement. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est que je rentre effectivement en 2018, en avril 2018 chez Adev Materials, et à partir de septembre, on rentre dans un processus de préparation de levée de fonds pour financer des acquisitions. Et en 2019, il y a l'entrée d'un fonds d'investissement, Tikeo Capital, plus d'autres partenaires financiers, qui font que l'entreprise va franchir une étape assez majeure. Elle va doubler de taille en chiffre d'affaires, en nombre de salariés, en nombre de sites, avec une présence accrue à l'international, puisque brusquement, on va dire à peu près la moitié du chiffre d'affaires bascule sur l'international et en particulier l'Amérique du Nord. Et donc, il y a effectivement le passage de la PME, de la grosse PME à la petite ETI. Et le fonds d'investissement va nous pousser à une transformation en disant deux choses. En disant, vous devez vous structurer comme un groupe. Et donc ça nécessite que l'information circule dans toutes les filiales, les business units, que les gens collaborent, etc., etc. Vous devez vous doter de cette capacité à adresser vos clients de manière globale. Et puis, le deuxième axe de transformation, c'est le fonds dit, et ça c'est très intéressant et très important pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai beaucoup échangé avec le fonds sur ces sujets-là. Il dit, moi, dans les éléments de valorisation d'Adev Materials pour ma sortie, qui arrivera dans quelques temps, il y a 4 piliers dans les éléments de valorisation. Il y a la valorisation financière classique que tout le monde connaît, des multiples d'EBITDA ou des équivalents. Il y a la valorisation sur les hommes. Est-ce que vous avez les bonnes personnes? Est-ce que vous avez des gens qui tiennent la route? Est-ce que l'équipage à bord est le bon? Vous avez la performance RSE qui est de plus en plus importante. Tout le monde le voit depuis maintenant, on va dire 2 ans. Et le quatrième pilier, et c'est celui-là dont on parle aujourd'hui, c'est votre niveau de maturité digitale et la manière dont vous utilisez le digital, et le digital vous aide à faire du business. Et donc là, effectivement, une fois qu'on a dit ça, au-delà potentiellement des gens industriels qui sont dans des business models où il faut faire attention à ses dépenses, où effectivement l'IT est vu comme un centre de coût, et ils ont une perception différente qui arrive, qui veut dire, oui, ok, c'est un centre de coût, mais finalement, c'est aussi un élément majeur de valorisation de l'entreprise. Il faut qu'on avance sur ces sujets-là. Non, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, tu m'as fait une très belle passe décisive pour notre prochain webinar, qui sera avec la banque d'affaires comme mon partenaire, sur comment l'IT influence et impacte la valorisation d'une entreprise. Donc, en fait, c'est un vrai sujet, et en plus, on est dans une période où moi, je rencontre de nombreux DSI, de nombreux Chief Digital Officers. On est dans un contexte très compliqué, mais qui me disent qu'il y a des grosses coupes budgétaires, notamment à l'IT. Et effectivement, est-ce qu'une telle politique est une politique
va porter ses fruits. C'est un vaste débat. On l'abordera durant ce webinaire-là. Mais en tout cas, je comprends que effectivement, toi, déjà en tant que DSI, je comprends que tu as des relations avec les actionnaires. Que toi, tu as des échanges avec eux, que tu essaies de comprendre la vision, où est-ce qu'ils veulent emmener l'entreprise. Et donc, ça amène ton arrivée chez Adev. On va dire la chronologie. Lorsque tu arrives, qu'est-ce que tu découvres en termes de people et en termes de techno? Et sur quoi tu te dis, tiens, moi, aujourd'hui, quelles étaient tes priorités de l'époque? Ouais, On revient en arrière. ouais. Alors, effectivement, quand j'arrive chez Adev Materials, business n'a pas pris conscience de l'importance que pouvait avoir l'IT. Donc forcément, je me retrouve dans une situation assez classique que je rencontre chez mes clients aujourd'hui, malheureusement encore un peu trop régulièrement. On a une DSI qui est un peu au placard, à la cave, qui sont des gens qui humainement et en termes de compétences sont investis, manquent peut-être parfois un peu de compétences sur certains nouveaux sujets, vivent un peu sur leurs acquis, mais avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'énergie, font tenir un SI avec 3 bouts de ficelle et 2 bouts d'élastique. Et finalement, ça tourne en mode run, on va dire, avec plus ou moins de succès, parce que le passage à l'international, c'est pas très bien fait. Il n'y a personne aux États-Unis. En plus, c'est côte ouest, donc il y a 9 heures de décalage. On ne maîtrise pas ce qui se passe là-bas. C'est un petit peu compliqué. Mais je pense que les gens sont bien. Et les gens, surtout, que je rencontre dans l'équipe, sont des gens qui sont en attente. Ils sont en attente qu'on les aide à reprendre leur position dans l'entreprise, à être reconnus. Et ils attendent surtout une vision. Où est-ce qu'on doit aller? Ne nous pensions pas que sur ce qu'on va faire aujourd'hui, mais essayons de raisonner sur ce qu'on va faire à moyen et long terme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'embarquement des équipes. Parce que dans les ETI et les PME, on est au four et au moulin, et donc toute la journée, le DSI et toutes ses équipes, elles doivent traiter de l'urgence du matin, un serveur qui a craché, le PDG qui a sa souris qui ne fonctionne plus, des choses comme ça. Et puis, en même temps, penser à demain et après-demain avec toutes les tendances de fond que tous les gens qui sont connectés aujourd'hui connaissent, mais effectivement, des problématiques de move to cloud, des problématiques d'IoT, des problématiques de data et de comment je sers le business. Donc, on est tout le temps, en fait, tiraillé sur ces deux temporalités, l'urgence du moment qui peut, si on ne prend pas garde, complètement prendre toute votre énergie. Et puis, cette envie de s'intéresser à des sujets peut-être plus innovants, qui peuvent paraître plus intéressants aussi, on a envie de dire, mais c'est pas parce qu'on travaille sur demain et sur des sujets d'innovation qu'il faut oublier le quotidien. Donc, on navigue entre les deux sans cesse. Et donc, quand j'arrive, je trouve ça, c'est une vision très run, très centrée sur le quotidien, ici très éclatée parce que les acquisitions n'ont pas été intégrées d'un point de vue IT. Donc déjà, je démarre à ce moment-là ma collection de RP. Il doit y en avoir déjà 7 ou 8. On va monter jusqu'à 13 ou 14 suite aux différentes acquisitions en 2019. Donc, un SI extrêmement siloté, morcelé, et qui s'appuie essentiellement, sur de l'infrastructure interne de mauvaise qualité, c'est-à-dire en général un serveur qui a été mis dans le placard à balai du site. Et je ne rigole pas quand je dis ça. Et puis un ERP qui couvre l'ensemble des process multiples plus ou moins bien, et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et après, bien sûr, il y a Excel, l'outil universel de tout SI qui se respecte pour essayer de consolider un peu les chiffres. Ouais, je comprends. Donc, toi, on va revenir après sur la transformation du SI et la partie technique, mais j'insiste vraiment sur ce fait, c'est d'abord remotiver les équipes et se dire que effectivement le DSI il va d'abord gérer de l'humain et vraiment se dire bon bah c'est quoi notre vision, c'est quoi ça, et tu as parlé d'un terme fort qui est celui de la reconnaissance et visibilité. Moi c'est vrai que je t'avais découvert, tu communiquais beaucoup sur LinkedIn, sur tes équipes,
sur vos recrutements, ce que vous aviez fait, les succès que vous aviez réalisés, que ça soit en interne ou en externe. Tu as beaucoup misé sur cet aspect communication et je comprends que c'était quelque chose de fondamental pour toi d'abord d'avoir cet aspect motivation, leadership qui devait être vacciné. Après, on pourra revenir après sur la partie technique, mais c'est ce que tu as évoqué en tout premier lieu, reconnaissance et visibilité. Alors effectivement, il y a 2 sujets par rapport à ça. Il y a d'abord la communication vers l'externe. Elle a 2 buts. C'est vrai que moi, je m'en suis servi. D'abord, ça aide dans des problématiques de recrutement, de montrer ce qu'on fait, parce que j'ai eu la chance de pouvoir recruter à mon arrivée, donc il faut quand même attirer des talents. Et on est tous confrontés à ce problème-là. Et puis, deuxième axe, c'est que en mettant en visibilité ce qu'on faisait, j'ai essayé, avec un petit peu de succès parfois, à montrer directement à nos clients et nos partenaires ce qu'on faisait pour que eux aussi incitent notre entreprise à changer. Et ça, c'était intéressant. La première fois qu'on a sorti, pour l'anecdote, un portail client, on a un de nos clients qui l'a vu sur mon profil, sur les réseaux sociaux, et qui a contacté son commercial en disant « Mais vous venez de sortir un portail client, j'aimerais savoir ce que c'est parce que ça m'intéresse. » Et là, brusquement, ça change les mentalités dans l'entreprise parce que les gens se disent « Ah, mais c'est les clients qui nous demandent des transformations, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. » Donc voilà le pourquoi de cette communication externe. Sur la partie de la communication interne, on a fait quelque chose qui a plutôt bien marché. Et dans mes regrets, c'est de ne pas l'avoir institutionnalisé et de ne pas l'avoir mis à fréquence plus récurrente, parce que ça demande beaucoup d'énergie. On a fait une Digital Week. Là, le principe, c'était un événement interne avec nos amis du marketing qui nous ont aidés à préparer ça, et la com interne, pour dire il faut qu'on fasse un petit événement, faire parler de nous, sortir la DSI de son placard, à nouveau, toujours la même problématique derrière, avec un ensemble sur une semaine de démonstrations de produits disponibles dans une filiale et pas dans une autre, par exemple, des sessions de formation. On a fait venir aussi un intervenant externe qui a parlé au comité de management sur les sujets de transformation digitale, des petits quiz pour gagner des petits goodies, des petites choses comme ça, pour faire parler de nous, expliquer ce qu'on faisait, expliquer qui avait quel rôle aussi au sein de la DSI. Parce que quand on discute avec des utilisateurs métiers, c'est pas forcément clair pour eux, dans une petite DSI, de comprendre quelles personnes vont les aider sur des problématiques purement de poste de travail et en support, quelles personnes sont là pour faire plutôt du projet, etc. Donc il faut communiquer. On avait fait des petites capsules vidéo de présentation de chaque membre de l'équipe, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est important, cet aspect culturel et communication interne, et on va axer comme ça l'échange. Là, effectivement, on parle de culture, de changer la perception de l'IT au sein de l'entreprise et puis changer la perception de la DSI qu'elle se fait d'elle-même, en fait. Se dire qu'effectivement, nous, on n'est pas relégués uniquement à des tâches à faible valeur ajoutée, mais qu'on a vocation à organiser notre Digital Week, à rencontrer les uns et les autres et à être identifiés. Ça, c'est vraiment la partie culturelle. Si on revient sur la partie people, Ouais. ça va être le deuxième sujet. Après, on abordera le sujet de la technologie. Toi, tu peux nous dire, voilà, à l'époque, quels sont à peu près les profils qu'il y a dans l'équipe de la DSI. Tu as parlé de recrutement et nous dire, par rapport à ce que tu voulais entreprendre, quels sont les profils sur lesquels tu as voulu miser, sur que tu as voulu, tu t'es dit, tiens, ça, c'est les profils qui me manquent pour pouvoir réaliser ce que tu avais à réaliser. Et tu peux nous décrire qu'est-ce que tu recherchais, voilà, et si avec le recul, tu t'y prendrais différemment ou pas. Alors, effectivement, donc quand j'arrive, on va trouver deux grands profils au sein de la DSI. On va trouver les gens qui sont plutôt des techniciens support et infrastructure. Donc, il faut tourner tous les jours comme ils peuvent le run, à la fois sur la partie poste de travail, les imprimantes, etc., et sur la partie infrastructure, serveur et équipement réseau. Ces gens-là, sont vraiment à ce moment-là plutôt des exécutants. Et donc, ils ont besoin d'un support assez fort à l'époque de sociétés externes qui leur disent ce qu'ils doivent faire
et on voit qu'ils sont beaucoup dans de la répétitivité de tâches, mais il y a un gros manque de prise d'initiative sur ces sujets-là, qui n'est pas un point fort de mon profil non plus, donc on y reviendra sur le sujet des recrutements. Et puis, l'autre partie de l'équipe, elle est faite de chefs de projet, enfin, c'est l'intitulé qu'ils ont, qui sont des gens qui traitent la partie applicative, à la fois à nouveau sur la partie run et sur la partie projet, et qui font à la fois de la gestion de projet, tel qu'on peut l'entendre, planification, gestion des risques, et beaucoup, on va dire, de la MOA sur le sujet des ERP principalement, avec du paramétrage et de la reprise de données. Voilà. Donc, c'est les deux profils types que je vais trouver. La problématique que je vais avoir du coup sur le staffing et le fait de compléter cette équipe-là, ça va jouer, je dirais, sur des axes de manque. Je vais chercher à recruter des gens qui vont être capables d'opérer à l'international. Donc, idéalement, il faut trouver des gens qui l'ont déjà fait. C'est pas toujours ce qu'on trouve sur le marché quand on est une ETI, mais je vais aller chercher des gens qui vont être capables de gérer nos filiales à l'international. Je vais aller chercher des gens qui sont plus proches du business, une posture AMOA plus forte que ce que j'ai jusqu'à présent. Et je vais aller chercher aussi, et ça sera un de mes premiers recrutements, je vais aller chercher quelqu'un pour gérer cette partie infrastructure et support, et la gérer en arrêtant de subir, mais en étant dans effectivement de la prise d'initiative. Et donc, je vais très vite recruter un adjoint qui va prendre toute cette partie infrastructure et support, et tout le bas de ta pyramide, cybersécurité, pour s'en occuper, parce que là, il faut des vraies compétences techniques que je n'ai pas, et il faut du recul, et il faut prendre des décisions assez fortes sur des sujets majeurs, la cybersécurité, le cloud, etc., etc. Donc, ça nécessite vraiment un traitement à part entière. C'est intéressant cette question de l'adjoint ou du CTO de la DSI, parce qu'on la retrouve beaucoup et on voit souvent une DSI à deux têtes. Et ça, j'ai des questions de la part de mes clients qui me disent, bah là, moi, typiquement, aujourd'hui, j'aurais peut-être besoin de m'appuyer sur cette personne-là, mais c'est important d'avoir deux personnes fortes avec deux visions fortes sur deux sujets qui sont primordiaux. Si je décris, en fait, et si je schématise, toi, ce que tu voulais faire, c'est aller rencontrer tes interlocuteurs côté métier, travailler sur la partie à valeur ajoutée, et puis tu nous donneras aussi des cas d'usage, des quick wins que tu as pu obtenir. Et de l'autre côté, tu as fait une analyse, on va dire, de toi-même, et tu te dis, en fait, c'est pas ma compétence, c'est pas ma force l'infra, mais par contre, j'en aurais besoin. J'ai une vision de l'infra, de comment elle doit fonctionner. Et donc, toi, un de tes premiers recrutements, ça a été de recruter quelqu'un qui était très solide sur ces sujets-là, qui avait une vision et qui pouvait potentiellement aussi former, embarquer les équipes, on va dire, dont vous avez hérité, pour qu'elles deviennent pas, dire entre guillemets, commodité, dans le sens où quand tu m'as dit, c'est ce que j'entends, hein, quand j'entends effectivement, c'était les prestataires qui faisaient la pluie et le beau temps dans la DSI. C'est vrai qu'on l'entend souvent, mais ça, c'est le début de la fin, en fait, pour la DSI. Donc, c'était vraiment reprendre le contrôle sur la DSI. C'est bien ça, hein, l'idée, Olivier. Oui, c'est exactement ça. Il faut essayer, et c'est très difficile dans le métier d'un DSI, hein, c'est un métier difficile, DSI, c'est éviter de trop subir. Donc, effectivement, il faut se doter de tout ce qu'on peut en termes de levier pour anticiper au maximum ce qui va t'arriver, même si on ne peut jamais tout anticiper, malheureusement. Écoute, c'est complètement clair pour moi. On a parlé de cette partie infra, effectivement, sur laquelle tu as travaillé. On va peut-être parler de deux autres sujets en attendant les questions. N'hésitez pas, hein, à nous bombarder de questions. Première question, ça va être sur les cas d'usage. Les sujets sur lesquels tu as eu soit des quick wins, soit de la valeur. C'est vrai que c'est intéressant. J'aime bien le fait que tu sois aussi pas dans le B2C, tu vois, parce que dans le B2C, c'est assez évident. Alors toi, est-ce que tu peux nous dire avec le recul, où est-ce que tu as eu vraiment une valeur ajoutée, digital, data, qui a apporté ses fruits pour Adev Materials? Ouais, si
Je dirais déjà la première chose qu'on a faite, qui a été plutôt en mode quick win et qui a, je pense, eu le plus d'impact à l'intérieur de l'entreprise, je m'y attendais pas du tout d'ailleurs, c'est le déploiement d'Office 365 à l'échelle de l'entreprise. Là c'est fondamental parce que peu importe cette technologie ou une autre, mais ça a été un changement radical pour cette boîte qui ne savait pas faire de visioconférence. Alors, heureusement, on a fait ça un peu avant le confinement, enfin, on a fait ça avant le confinement, donc tout était déjà en place, mais si on l'avait fait pendant ou après, ça aurait été compliqué. Mais la capacité à dire brusquement aux gens, vous pouvez collaborer, vous pouvez partager des documents, travailler ensemble sur le même document, faire des visioconférences, du chat, etc. Et quelle que soit votre localisation physique, ça a été un changement radical dans la manière dont l'entreprise a travaillé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment pas le sujet numéro 1 que j'aurais mis dans ma liste au départ, parce que pour moi, c'était naturel. Je venais de sociétés qui étaient très équipées autour de ces outils-là. Quand on est consultant, on est tout le temps en mobilité, on a un VPN, on a tous les outils de la Terre. L'entreprise n'était pas du tout à ce niveau-là et ça a été un changement rapide à mettre en œuvre parce que ça se met assez facilement en place et qui a vraiment créé de l'impact chez les utilisateurs. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, le deuxième sujet dont j'avais envie de parler avec toi, c'est le sujet de la croissance externe et des ERP. Tout à l'heure, j'ai expliqué que j'avais à peu près une douzaine d'ERP à un instant T là, en 2019 en pic. Et bien sûr, tous les patrons donc du comité, du COMEX, hein, quand on était en COMEX ensemble, et tous les intervenants externes qui passaient, que ce soit des consultants, les fonds, etc. La première question qu'ils me posaient toujours quand ils arrivaient dans mon bureau, c'était « tu as 13 ERP, quel est ton plan pour passer à un seul ?» Et j'ai tenu, et c'est un choix que je ne regrette pas du tout, j'ai toujours tenu un discours en disant que je n'avais pas de plan pour passer à un seul ERP. Alors ça perturbe toujours un petit peu les gens quand on dit ça. Il y avait deux raisons à ça. Moi, j'ai toujours tenu un discours assez provocateur en disant que moi, j'avais pas de sujet de RP et que s'il y avait des sujets de RP, il fallait qu'ils arrivent par le métier. Donc, si le métier n'avait pas d'intérêt à ce qu'on fusionne les ERP, moi, ça m'intéressait pas de le faire et je voulais surtout pas partir dans un pur projet IT de fusion de RP ou dans lequel je me serais englué tout seul sans support des utilisateurs. Et puis, le deuxième sujet, le deuxième axe, c'est de dire pourquoi avons-nous besoin d'un unique ERP. Et chez Adem, peut-être que d'autres entreprises ont d'autres cas de figure, mais chez Adem, les process par BU étaient très différents. Il n'y avait pas vraiment de volonté de les harmoniser. Et donc, j'ai plutôt travaillé sur la mise en place d'une plateforme de données avec un objectif de faire transiter l'information d'une solution à l'autre, d'un ERP à l'autre. Et finalement, quand on creuse un peu dans le contexte à nouveau d'Adem, hein, et pour les gens qui nous écoutent, chaque entreprise a bien sûr son propre contexte. Le sujet n'était pas vraiment d'avoir un unique ERP. Le vrai sujet, c'était la consolidation des informations, c'était des problématiques de reporting, de consolidation financière, de partage d'un certain nombre d'informations vis-à-vis du client. Le client, lui, on doit lui masquer cette complexité d'organisation et de ERP, mais au niveau des process, il n'y avait pas de gain à avoir à passer à un seul ERP. Donc, j'ai mis en place une data platform et qui est un sujet qui a très bien fonctionné à la fois d'un point de vue technologique, d'un point de vue appropriation par les utilisateurs, pour faire circuler la donnée d'un système à l'autre. Et c'est plutôt là qu'on a mis les efforts et qu'on a mis les investissements, plutôt que d'essayer de rationaliser le parc de RP uniquement sous un angle technique. De toute façon, ça ne pouvait pas fonctionner à fusionner un ERP ou changer le ERP d'une entreprise. Chez Adem, c'était, on va dire, entre 6 mois et 1 an, en ABAC. Donc, on était en capacité d'en faire 2 par an, l'entreprise faisant elle-même 2 rachats par an.
c'était sans fin, quoi. C'est hyper intéressant. J'entends que le RP, en fait, c'est pas une fin en soi. Et c'est vrai que c'est un peu le projet. On échange avec des DSI, ils nous disent, bah, moi, mon projet, on voit le gros projet, c'est le RP, etc. Et on en revient toujours. Et toi, ta vision, elle est de se dire que le RP, in fine, ça doit servir à un besoin métier et que toi, c'est pas par la fusion des ERP que tu allais répondre à ce besoin métier. En fait, ce que je vois aussi, c'est que j'ai deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire plateforme de données? Parce que moi, j'entends API, j'entends tel ERP qui va communiquer avec tel ERP. Est-ce que c'est ça? Je veux dire, d'un point de vue architecture, tu vois, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est ma première question. Et puis, deuxième question, et en plus, on en a dans le chat des questions. Deuxième question que j'avais pour toi, c'était au sortir de sur cette partie ERP, excuse-moi, là, je suis en train de perdre le fil parce que j'ai lu en même temps la question de... Non, c'est la partie data, c'est une partie ou un sujet sur lequel il n'y a pas que la DSI qui se positionne généralement. Moi, j'entends de plus en plus des DSI qui nous disent, bah moi, j'ai soit un responsable métier, soit une direction du digital qui était à côté. D'ailleurs, toi, tu as eu des DSI et digital, donc ça, c'est aussi un sujet. J'ai quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui veut aller sur la partie data et c'est pas la DSI de prendre la data. Donc, c'est mes deux questions. Plateforme data, en résumé, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, c'est de l'ERP, enfin, c'est de l'API, c'est quoi? Et puis après, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le mandat pour pouvoir, toi, aller sur le sujet de la data platform? Ouais, alors effectivement, nous, la plateforme data, sans rentrer dans des détails d'architecture un peu trop complexes ce matin, mais nous, on avait une problématique, hein, bien sûr, c'est que à partir du moment où on a une hétérogénéité forte du SI, la problématique à laquelle on était confronté, finalement, c'était celle de l'ontologie. C'est-à-dire, en gros, chacun dans sa filiale et chaque ERP a sa propre définition d'un objet métier. Une facture, pour prendre un exemple simple, une commande de vente, par exemple, dans 3 ERP différents, elle va être représentée d'une manière différente dans le data model de l'ERP. Et puis, cette commande de vente, elle a des statuts. Et en fonction de la BU dans laquelle on est, les statuts ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même signification par rapport au process métier, etc. Donc, la grosse problématique à laquelle on a été confronté, c'est agréger cette donnée et la remettre sur un niveau unique pour partager un modèle métier qui soit commun à tout le monde, pour ne pas agréger des choux et des carottes. Et donc cette plateforme de données, elle a à la fois la capacité à extraire de la data des systèmes, de la transformer et de l'harmoniser, et ça c'est le sujet le plus compliqué dans les projets, et puis ensuite de la remettre à disposition des cas d'usage, les cas d'usage étant à la fois potentiellement de reverser cette donnée dans les systèmes sources, parce qu'on l'a enrichi, on lui a apporté un certain nombre d'éléments qui fait qu'elle a la valeur à repartir dans les systèmes sources, soit à la remettre à disposition d'autres plateformes. On va parler d'un site e-commerce, on va parler du CRM, etc. Le premier cas d'usage chez nous, c'était le CRM. La volonté d'avoir une vision agrégée de ce qui est fait auprès d'un client, ce client pouvant être servi par différentes business units dans différents endroits du monde sur la base de différents ERP. Il a fallu agréger tout ça de manière à ce que dans la fiche client, dans le CRM, on voit l'ensemble des commandes qui avaient été passées dans l'ensemble des ERP, dans l'ensemble des filiales, etc., avec le même niveau d'information et les mêmes et puis les mêmes informations sur les statuts, etc. Enfin, une harmonisation de la data. Donc la plateforme de données, elle extrait la donnée, elle la transforme, elle l'enrichit, elle l'harmonise, et c'est ça qui est clé, et ensuite elle la met à disposition. Le lien avec ta deuxième question, il est clé à cet endroit-là. Donc je me suis saisi du sujet parce que j'avais cette vision qu'il fallait aller par là, une intuition. J'ai eu la chance d'être plutôt soutenu par mes pairs au COMEX pour aller là-dessus parce que tout le monde avait conscience de l'énergie dépensée par l'entreprise à essayer de réconcilier sans cesse de la data. Et donc, je l'ai fait plutôt avec mon équipe au début. Et très, très vite,
grâce aussi à tous les outils qui sont disponibles maintenant sur le marché, qui sont assez simples d'appropriation. On a vu des key users se créer, en fait, dans les différents départements de l'entreprise et s'approprier cette data et commencer à jouer avec. Et c'est eux qui sont devenus ensuite les prescripteurs de la plateforme et qui nous ont poussé à continuer et à alimenter la roadmap de construction de cette data plateforme avec leurs nouveaux besoins. Donc effectivement, sur la manière de gouverner la data plateforme, je pense qu'il y a un sujet clé. Je pense que la DSI, pour moi, ne peut pas se contenter de faire le tuyau. Il faut rentrer quand même, comprendre cette donnée. Ça nécessite beaucoup de temps et d'énergie. On ne peut pas être performant dans la gestion de sa data plateforme si on ne fait que la tuyauterie, qu'on ne s'intéresse pas à la donnée qui circule dans les tuyaux, notamment sur les problèmes de data quality et ce genre de choses, et sur la compréhension de l'impact business de la donnée qu'on manipule. Par contre, effectivement, la DSI ne peut pas faire ça seule, parce que pour opérer correctement sa data plateforme, il faut avoir une compréhension très fine des process de gestion de la donnée, la création, la mise à jour, la suppression de la donnée, donc des process métiers, de qui utilise la donnée à quel moment pour faire quoi. Et donc ça nécessite un travail très en étroite collaboration avec des gens opérationnels dans les métiers qui vont aider à faire ça. Et c'est là que notre projet de data platform, on a noté une différence de vitesse d'un point de vue implémentation entre les BU qui avaient des gens capables de travailler avec nous et ce qui permettait d'implémenter très rapidement nos cas d'usage, et des BU où parfois, pour des tas de raisons, les utilisateurs métiers n'étaient pas disponibles à un instant T ou pas suffisamment, et on voyait très bien que le projet prenait du retard parce qu'on manipulait une donnée qu'on ne comprenait pas suffisamment. Donc on n'était pas performant dans le fait de déployer le cas d'usage. C'est clair. Ça me permet de basculer sur une question qui nous vient de Nicolas. Donc, je te la lis. Bonjour. Comment avez-vous traité l'articulation entre la DSI, qui gère les applications cœur de métier d'une part, et une équipe digitalisation apportant son lot d'applications sans maîtrise opérationnelle d'autre part? Alors, un élément de réponse assez simple, Nicolas, sur cette question qui est effectivement une question qu'on rencontre, je pense, Ismaël aussi, chez l'ensemble de tes clients. Le premier axe, c'est de dire que j'ai eu la chance déjà d'avoir dans mon portefeuille, dans mes responsabilités, à la fois la partie DSI et la partie digitale. Donc en gros, c'était un peu schizophrénique, mais sur certains sujets, je me battais avec moi-même, ce qui résout quand même quelques points. Plaisanterie mise à part, effectivement, c'est un sujet avec lequel on a été pas mal confronté sur la fin de ma période chez Adève Materials, où on a vu arriver, sur l'impulsion du métier, des sociétés externes qui sont venues faire accélérées par les technologies low-code et no-code, sont venues un petit peu créer des POC avec les utilisateurs métiers pour transformer certains pans du business ou digitaliser certains process sans forcément qu'on trouve la bonne articulation avec la DSI, et ça a causé quelques frictions. Les frictions, elles arrivent notamment au moment où le POC, qui a été fait dans un coin pour démontrer de la valeur, doit passer en mode industriel. C'est là qu'on va rencontrer un petit peu le problème. Pour faire ça, il y a deux axes de travail que j'ai essayé d'avoir chez Adève avec plus ou moins de succès, je l'avoue. Mais pour continuer en contact avec eux, je sais qu'ils avancent dans la bonne direction par rapport à ça. Le premier, il y a un axe technologique, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler sur la mise à disposition d'un ensemble d'API ou de connecteurs, peu importe, gouvernés, en disant ça, c'est la frontière entre le cœur de métier et les POC ou les nouveaux sujets digitaux qui arrivent. Et donc, ça, plutôt que de subir en fait du shadow IT, on l'assume à un endroit en le pilotant. Donc ça, je pense que c'est un point clé. Et puis, le deuxième point, c'est d'un point de vue organisationnel, il y a un rapprochement plus fort qui se fait, encore plus fort, si j'ose dire, entre le métier
et la DSI, avec notamment des équipes, une équipe conjointe sur la partie industrielle qui se monte et qui vient de se monter là, il y a quelques mois, et qui va regrouper au sein d'une même équipe des gens issus de la direction des opérations et des gens issus de la DSI pour traiter justement de ces sujets de digitalisation au sein des opérations, parce que c'est là qu'on avait le plus le problème, de manière à ce que la DSI soit embarquée très tôt et voit arriver en fait ces nouveaux projets et à nouveau ne les subissent pas. Donc j'espère avoir répondu à votre question, Nicolas, mais voilà un petit peu les deux axes sur lesquels on travaille sur cet aspect-là. C'est très clair. Je pense que la partie data, c'est un vrai sujet. Malheureusement, bon, le temps passe vite. On pourrait creuser d'ailleurs sur le sujet data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un des sujets de prédilection de HubAdvisor. Et je sais qu'Olivier est très à l'aise à intervenir sur le sujet, sur les questions de gouvernance, sur les questions de talent. Mais la partie data, pour moi, si on revient au début aussi du rendez-vous, on la lie beaucoup au HubAdvisor à la question aussi de l'hébergement de cette donnée et à la question de l'infrastructure et potentiellement du cloud. Le cloud, aujourd'hui, dans les ETI, de ce que j'observe, il y a des sociétés qui y sont déjà, mais on est encore au début. Donc, tu as soit, comme tu l'as dit, l'infrastructure qui est gérée directement en interne, soit l'infrastructure qui est infogérée. Mais aujourd'hui, le cloud, il est quand même pas tant adopté que ça dans les ETI. Toi, quel est ton sentiment par rapport à cette question du cloud? Là, je parle à l'architecte aussi, indépendamment du DSI. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est un must-have, et c'est le sens de l'histoire à un moment donné, même pour les ETI, d'aller sur du cloud public ou pas forcément? Et est-ce que tu as été confronté à cette question chez Adev Material? Alors effectivement, quand je suis arrivé en 2018 chez Adev Materials, je dit, je ne suis pas un expert des sujets d'infrastructure, je ne viens pas de ce monde-là. Bon, par contre, effectivement, j'avais mon passé de consultant m'avait donné un certain nombre de théories. Alors, le passage du consultant au DSI, c'est que parfois on passe quand même de la théorie à la pratique. Je me suis dit, le futur, effectivement, c'est le cloud. Et donc, il faut qu'on ait une stratégie de go-to-cloud et il faut qu'on se penche sur le sujet. J'ai été un petit peu freiné dans mes ardeurs, avec justesse, par mon adjoint en charge de l'infrastructure à son arrivée, qui m'a convaincu d'un point. Le sujet n'est pas de dire qu'on ne va pas y aller. Le sujet, c'est de dire qu'il ne faut pas y aller trop vite. Et pourquoi ça? On avait une infrastructure extrêmement hétérogène, avec de l'hébergement sur les sites des différentes usines. Et en fait, la première chose dont on s'est rendu compte, c'est que pour que ce sujet de go-to-cloud soit économiquement viable, une des problématiques, c'était quand même d'avoir une certaine homogénéité de notre infrastructure. Vous avez des partenaires, vous pouvez leur donner votre récit complet, leur dire infogérez-le, etc. Mais ça vous coûte extrêmement cher parce que le partenaire va regarder, il va voir toute l'hétérogénéité de votre parc, il va voir que ça va lui demander beaucoup d'énergie de comprendre comment tout ça fonctionne, qu'il y a beaucoup de remises à niveau à faire, et donc vous allez le payer, bien sûr. Donc nous avons fait plutôt le choix de dire, sur notre existant, la priorité, c'est d'abord d'avoir un corps modèle de l'infrastructure et de déployer une infrastructure homogène partout. Ça va déjà nous permettre de mieux la gérer, de la piloter. Et le jour où on voudra partir dans le cloud, que ce soit du cloud public ou de l'infogérance ou d'autres modèles, on aura quelque chose de mieux maîtrisé, de plus homogène, et ça nous coûtera moins cher. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, par contre, et ça fait le lien avec la question sur la data platform, sur les nouveaux applicatifs qui apparaissent, là, clairement, on a dit on va, dans la mesure du possible, les héberger dans le cloud. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, comme de toute façon, on est poussé à ça par les éditeurs. Tout ce qui est SaaS, quand on peut le prendre, on le prend. Et puis, la data platform, on l'a construite effectivement dans un cloud public, avec un accompagnement assez fort d'un partenaire,
notamment pour être en capacité d'opérer ce cloud public. Parce que n'oublions pas, et on fait toujours, toutes nos questions sont toutes reliées les unes aux autres, c'est intéressant ce matin, Ismaël, mais n'oublions pas une problématique quand même, c'est qu'il y a un sujet de compétence dans les équipes, et que opérer le cloud public quand on ne l'a jamais fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'apprend, il faut prendre le temps de le faire, il faut former les équipes, il faut s'organiser, et ce n'est pas le même mode de gestion entre le SaaS, le PaaS, le IaaS, en cloud public, en infogérance, ou de l'hébergement sur site. Donc, il y a une vraie problématique il faut laisser aussi le temps de transformer les équipes ou d'acquérir les compétences pour que cette transformation se fasse avec succès. Donc, la stratégie, pour conclure, la stratégie vers le cloud, elle est toujours là, mais c'est plus la vitesse d'exécution et par quel bout on commence. Et j'ai fait le choix, comme beaucoup d'entreprises, les choses les plus simples. Démarrons par les nouveaux projets, démarrons par là où le SaaS est présent et pertinent. Et puis finalement, les ERP, pour ne pas les citer, à ce jour sont toujours hébergés en interne. Et ça a l'air de convenir à la fois à l'équipe de la DSI et aux directeurs financiers et aux utilisateurs. Non, mais c'est intéressant. On en revient effectivement à cette question de la culture. Le cloud, c'est avant tout une culture. On pense que c'est un outil, mais effectivement, c'est une culture, c'est de la compétence aussi. Il y a la partie humaine qui est extrêmement importante dedans. Et tu dis qu'effectivement, il ne faut pas aller trop vite en besogne, sinon on y perd des plumes. Et c'est intéressant, mais je note quand même que sur la vision, effectivement, c'est vrai que si on veut opérer des services innovants, la probabilité qu'ils soient sur le cloud public, elle est quand même assez importante. Il est -10. J'ai une dernière question. Et puis n'hésitez pas, les participants, si vous avez une question, mais c'est une question que je voulais aborder avec toi. Tu as quand même eu un beau mandat chez Adev, parce que tu as passé 5 ans. Oui. Je sais que voilà, c'est ton choix si tu as voulu, à un moment donné, prendre une autre orientation. Donc voilà, tu avais une bonne relation avec tes co-dir members, une bonne relation avec tes dirigeants, une bonne relation avec tes actionnaires, ça s'est bien passé. Quid des budgets IT? Est-ce que durant ton passage, ils ont augmenté? Est-ce que il y a eu le Covid entre-temps? Est-ce que tu les as réduits pendant le Covid? Ou est-ce que pour toi, il n'y a pas eu d'incidence par rapport à ça? Je reviens sur ce sujet-là parce que c'est le sujet en ce moment sur lequel tout le monde se creuse la tête sur les budgets IT. Et puis, le réflexe aussi des DSI, c'est de les couper. Dès qu'ils peuvent aussi, ils coupent les budgets IT. Mais comment ça s'est passé pour avoir une stratégie si ambitieuse pour Adev Materials? Comment ont évolué les budgets IT? C'est un sujet complexe, effectivement, le sujet budgétaire. Bon, Sans rentrer dans la confidentialité. Oui, j'ai eu de la chance d'être quand même relativement soutenu d'abord par le président du groupe et ensuite par le fonds d'investissement qui ont toujours estimé que l'argent mis autour de la DSI et de la transformation digitale était de l'investissement valorisant l'entreprise. Donc, j'ai plutôt eu un regard bienveillant par rapport au budget. Et le budget n'a pas augmenté, je vous rassure, de manière exponentielle, c'est pas le sujet, mais j'ai toujours augmenté mon budget d'une année sur l'autre. Cette augmentation étant complexe à mesurer entre l'augmentation organique et l'augmentation due à l'ajout des acquisitions. Là, le contrôle de gestion a fait tout ce qu'il pouvait, mais ça devient un petit peu compliqué quand même à piloter. Je crois que par rapport à ça, pour moi, il y a 3 points à prendre en compte quand on est DSI et qu'on est confronté à cette problématique. La première, on est entre nous, là, des gens connectés, on est entre DSI, on peut se dire les choses. Nos co-membres des comités de direction ou les utilisateurs ne comprennent quand même pas bien notre métier. À nouveau, on rentre dans les sujets de communication, mais le budget, il y a une vraie problématique de l'expliquer au comité de direction en période budgétaire. En général, c'est au mois de novembre, dans beaucoup d'entreprises. Il faut les éduquer, il faut faire de la preuve de pédagogie autour du budget. Ça, c'est quelque chose qui est clé. Il faut le co-construire dans la mesure du possible avec les directions métiers et les business units. C'est pas toujours simple, mais ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Parce que quand on explique à quoi sert l'investissement, on dégage quand même pas mal
dans le budget global d'une DSI, on dégage le plus possible de projets qui sont des projets qui apportent de la valeur métier d'une forme ou d'une autre. Et donc, ça évite qu'il y ait trop de tension. Et on part moins dans la DSI centre de. Le deuxième axe, je pense, c'est... alors oui, j'ai perdu un petit peu le fil de mon sujet, oui. Donc, il y a ce sujet de pédagogie. Ensuite, il y a un deuxième axe, c'est côté DSI en tant que tel, il faut aussi le structurer, son budget. Il faut avoir le sens de l'équilibre. Moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, l'équilibre. Il faut avoir le sens de l'équilibre entre les budgets run et les budgets build. Et il faut toujours être vigilant sur la part de budget qui est allouée à de la maintenance au sens large, le run, et la part du budget qui va être allouée à des nouveaux projets, à de l'innovation, à de l'apport de valeur et des nouveaux cas d'usage. Ça, c'est extrêmement complexe à faire parce que, bon, moi, ayant un naturel plutôt vers l'architecture, vers la nouveauté, parfois, j'ai eu tendance à allouer un peu trop d'argent sur ces sujets projets au détriment du run. Et donc, bon, il a fallu amener un peu de correction là-dessus et que je me fasse un petit peu remettre les pieds sur terre, à la fois par les utilisateurs qui se plaignaient de la qualité de service et par mon directeur de l'infrastructure qui estimait qu'on était quand même un peu à l'os. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je pense, de regarder ça. Et puis, je pense aussi qu'effectivement, il faut, dans la mesure du possible, et je sais que pour certains DSI, dans leur périmètre de responsabilité qui leur sont confiés, c'est pas toujours simple. Dans la mesure du possible, il faut chercher des projets qui sont des projets d'apport de valeur pour l'entreprise qu'on va apporter et qui vont tirer finalement, qui vont embarquer des sujets purement IT de transformation. Je veux dire, ça sera toujours compliqué d'expliquer à un utilisateur métier qu'il faut absolument déployer un ETL ou un EAI ou un ESB. Ça lui parle absolument pas. Si on a un sujet métier qui tire un enabler de ce type-là à un moment ou à un autre, on fait passer là-dedans quelque part des sujets de refonte, de refactoring de l'IT. Bon, bah, c'est une manière comme une autre en fait de jouer un petit peu avec les axes budgétaires. Bah, c'est intéressant, ça touche à sa fin. On avait d'autres questions de Olivier, mais tu l'as adressé, je pense aussi, qui est une excellente question, et je vous remercie Olivier de la soulever. L'effort de la structuration de la data, ontologie, data platform, data quality, data governance, tous ces mots-là, est perçu comme un ROI faible et long versus des applicatifs avec un payback rapide. Comment avez-vous fait évoluer le processus de décision dans l'entreprise pour prioriser la data platform? Je pense à relier la data platform. Nous, on a fait en fait, on a tiré par les cas d'usage la construction de la data platform, ce qui fait que le payback, il est arrivé assez rapidement parce qu'on n'a pas construit la data platform puis fait des cas d'usage. On a fait évoluer la data platform au fur et à mesure de l'évolution des cas d'usage. Ce qui coûte peut-être un petit peu plus cher à terme, mais permet justement d'avoir un ROI plus régulier. Donc, c'est un sujet passionnant dont on va pouvoir discuter. Pareil, Stéphanie qui nous pose une très bonne question sur le nettoyage des données et la maîtrise des données par le métier. Donc là, c'est vraiment la gouvernance de la data aussi. Ah ben là, ça mériterait un webinaire. Ça mériterait un webinaire à part entière. Mais effectivement, donc on pourra le traiter. Donc il est 11h57. Par contre, effectivement, si ça a soulevé d'autres questions chez vous, si vous voulez du feedback plus personnalisé, avec Olivier notamment qui fait partie de nos advisors, avec d'autres advisors indépendamment de Olivier sur les questions au niveau de l'architecture, de la gestion des talents, au niveau de la cybersécurité que tu as évoqué, la stratégie d'infrastructure, vous avez compris, le modèle HubAdvisor, c'est comme l'échange qu'on a eu aujourd'hui, mais cette fois-ci en one-to-one, que vous posez vos questions et puis nos intervenants comme Olivier les préparent en amont et puis derrière peuvent vous livrer des réponses qui ont aussi ce parfum de vécu et ce parfum d'opérationnel, ce qui est notre différenciateur. On arrive à 11h58. Olivier, il ne me reste plus qu'à te dire un très grand merci pour ta disponibilité. Avec son plaisir. Pour ta pertinence. Et puis voilà, je réinsiste, Olivier et moi sommes disponibles. Olivier, la semaine dernière, on était avec un de nos clients justement sur la partie formation de sa DSI et upskilling des équipes IT. C'est des sujets aussi sur lesquels il intervient. Donc si vous voulez aller plus loin dans l'échange, plus loin dans la conversation,
plus loin dans la personnalisation, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Prochain webinaire de notre côté aura lieu le 24 mars. Donc, on sera avec nos partenaires, puisque Budweiser a officialisé un partenariat avec la banque d'affaires Cambon Partners. Cambon Partners qui est un acteur extrêmement dynamique. Donc, Cambon Partners, c'est 58 opérations de fusion et acquisition en 2022. Et on va parler de la valorisation de l'IT, du rôle de l'IT dans la valorisation des entreprises. Donc, ça va être un sujet fort qu'on a évoqué en amont. Donc, pour toutes les personnes qui se posent la question du budget pour la data, pour le digital, pour l'IT, soyez présents le 24 mars parce qu'on vous dira comment directement auprès de vos actionnaires expliquer en quoi la data, l'IT, le digital va permettre à l'entreprise de prendre de la valeur. Donc, le 24 mars, on vous tient informé et puis on vous souhaite une très bonne journée et un bon courage pour ceux qui vont galérer potentiellement dans les transports aujourd'hui, jour de grève. On pense à vous aussi, pareil pour ceux dans les bouchons. Et Olivier, excellente journée à toi. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.